Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, parlons un petit peu capacité d'autofinancement. On le réduit souvent sous l'acronyme CAF. Alors, qu'est-ce que la capacité d'autofinancement? C'est un indicateur qui est vraiment très important pour les entreprises et qui est calculé à partir des charges décaissables et des produits encaissables. Alors, décaissables, encaissables, ça veut dire tout simplement qu'il y aura un mouvement d'argent. Et ça va permettre de mesurer la performance de l'entreprise. Plus la capacité d'autofinancement est élevée, plus l'entreprise est efficace, est performante. Alors, il y a deux méthodes de calcul de la CAF. Commençons par la première qui est dite la méthode soustractive, qui part, elle, des soldes intermédiaires de gestion. Alors, si vous avez un petit doute sur les soldes intermédiaires de gestion, en haut à droite s'affiche la vidéo sur laquelle j'ai traité ce sujet. Donc, sur les SIG, on va partir de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est tout simplement la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie. Et donc, à cet excédent brut d'exploitation, on va y ajouter ce que l'on appelle les transferts de charges. Les transferts de charges, ça évite à une charge d'impacter l'exercice comptable si elle ne le concerne pas. Par exemple, un sinistre. Nous aurons aussi les autres produits d'exploitation encaissables. Par exemple, des redevances de brevets. On a inventé quelque chose, on a déposé un brevet, d'autres entreprises l'utilisent, donc on a le droit à toucher des revenus de ce brevet. Les autres charges d'exploitation décaissables. Là, ça peut être l'inverse. Par exemple, on utilise le brevet d'une autre entreprise. Ça peut être aussi des pertes sur des créances irrecouvrables. Nous avons les produits financiers encaissables. Alors les produits financiers encaissables, par exemple, l'escompte obtenu, les revenus de valeur mobilière de placement, c'est-à-dire des actions que l'on a à la bourse. Les charges décaissables, alors là, ça peut être des sommes très importantes puisqu'on y retrouve les charges d'intérêt d'emprunt et aussi les escomptes accordés à nos clients. Nous avons les produits exceptionnels encaissables. Alors faites attention, on n'y mettra pas le compte 775 qui est le produit de cession d'éléments d'actifs, on le trouvera, elle, dans la deuxième méthode de calcul. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les comptes 77? Par exemple, des pénalités que l'on aurait infligées à des clients parce qu'ils n'auraient pas respecté des délais de paiement, des choses comme ça. Les charges exceptionnelles décaissables. Là aussi, ce qui concerne les éléments d'actifs cédés, c'est-à-dire des IMO qu'on aurait vendus, on ne tiendra pas compte du 675. Et qu'est-ce que l'on peut avoir en compte 67? Par exemple, des pénalités ou des amendes fiscales que l'on aurait reçues de l'État. Nous avons la participation des salariés au résultat. Alors ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Et puis nous avons, bien entendu, l'impôt sur les bénéfices qui est comptabilisé dans le compte 695. Voilà pour la première méthode. Alors on va la mettre en application. On part d'un solde intermédiaire de gestion complet. On y retrouve la marge commerciale, production de l'exercice, valeur ajoutée, le BE, le résultat d'exploitation, etc. Donc on part de l'EBE. Donc c'est tout simple, on recopie les 90 635 €. Tout ce qui est avant n'étant pas utilisé, donc j'ai réduit pour qu'on voit un peu mieux, mais on y retrouve toujours nos 90 635. Transfert de charges, si vous regardez, il n'y en a pas. Donc, on va passer. Autres produits d'exploitation encaissables. On en a ici, autres produits de gestion. Donc, on va recopier les 6 791 que l'on ajoutera à l'EBE. On va faire la même chose avec les charges d'exploitation, qui, elles, sont ici. Autres charges que l'on mettra, mais elles, en soustraction. Donc, 5 970. Les produits financiers, on en a, on ajoutera les produits financiers, on retirera les charges financières. Oui, là je vais assez vite, 6 420 qu'on ajoutera et 5 780 qu'on retirera. Produits exceptionnels, encaissables. Alors, ils sont ici les produits exceptionnels, mais regardez, j'ai précisé que les 4 540 concernaient le compte 775, produits de cession d'éléments d'actifs. Donc là, on ne va pas le mettre. Même chose pour les charges exceptionnelles. Cela ne concerne que la valeur comptable d'un élément d'actif cédé. Ces deux éléments-là, on les retrouvera dans le calcul suivant.
Participation des salariés, il n'y en a pas. Impôt sur les bénéfices, on l'a ici, 18 000. Donc quand on fait l'opération, donc en prenant l'excédent brut, en ajoutant les autres produits d'exploitation, en retirant les charges d'exploitation, les produits financiers, etc., je vous laisse regarder, hein, on va avoir une capacité d'autofinancement pour cette entreprise de 73 346. Donc voyons mais maintenant la deuxième méthode, qui elle est la plus utilisée parce que la plus simple. On n'a pas à calculer le BE déjà. On part du résultat net de l'entreprise. Alors, le résultat net de l'entreprise, là aussi, si vous voulez un petit peu plus d'explications, vous allez avoir une vidéo que je vous indiquerai. Donc, on part du résultat, donc ici, de l'entreprise, et on va y ajouter les dotations aux amortissements et provisions, c'est-à-dire les comptes 681. Et c'est là qu'une vidéo que j'ai réalisée, qui est en haut à droite, hein, qui concerne les, les problèmes de créances douteuses, les ajustements de dotation de créances douteuses. Donc tout ça, vous allez pouvoir vous y retrouver dans les dotations et dans les reprises. Donc la vidéo est en haut à droite. Donc dotation d'exploitation, dotation aux amortissements financiers. Alors les amortissements financiers, ça peut être sur des pertes, enfin probables, perte probable, hein, une dotation sur des valeurs mobilières de placement, des dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles, hein, ça peut être des dépréciations de stock. On va soustraire, hein, parce que là on est sur une méthode additive, hein, vous voyez, on a additionné, maintenant on va soustraire les reprises, donc les reprises d'amortissement et provisions plutôt d'exploitation. Donc là aussi c'est dans la vidéo, on retirera les 781, les reprises de provisions financières 786 et exceptionnelles 787. Et regardez, c'est là qu'on va retrouver les comptes 775 et 675 qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Donc valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés, c'est 675. C'est simple, hein, c'est qu'une entreprise va de temps en temps vendre certaines de ses immobilisations. Et donc ça, c'est la valeur dans la comptabilité de cet immo que l'on a vendu. Et le 775, c'est le prix de vente. Un exemple, on a une machine qui vaut encore 1000 euros dans notre comptabilité, donc dans le 675, il y aura 1000 euros. Si on la vend 1200, ben, on mettra dans le 775 1200. Donc on aura fait, un petit profit exceptionnel de 200 euros dans mon exemple. Et si on fait le calcul, attendez, hop, donc ça c'est, voilà, maintenant on va passer au calcul. Donc vous voyez, compte de résultat avec les 44 436 que l'on va recopier puisqu'on part du compte de résultat. Alors toute une partie ne va pas être utilisée, donc vous allez voir que là aussi j'ai un peu réduit. Alors, qu'est-ce que l'on a maintenant? Les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation. Vous voyez, ils sont ici, hein, puisqu'on est dans les charges d'exploitation. Donc, on va regrouper les amortissements et les provisions, et on va les indiquer en plus dans la capacité d'autofinancement. Si on avait des financières, on mettrait les financières, donc elles se situeraient ici, les exceptionnels se situeraient ici. On n'en a pas ici, donc on va passer aux reprises. Des reprises, il n'y en a pas non plus. On n'en a pas mis dans j'en ai pas mis dans cet exemple. Donc on arrive directement à la valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés. Et vous voyez ici, charge exceptionnelle, on l'a, produit exceptionnel, on l'a. Donc la valeur comptable en charge exceptionnelle, on va la placer. Et puis le produit exceptionnel, on va le placer. On n'a plus qu'à faire l'opération, donc 44 000 plus les dotations 29 780, plus la valeur comptable 3 670, moins les produits de cession, donc on va avoir là aussi nos 73 346. Vous voyez, c'est une méthode un petit peu plus rapide. Passons à la suite. C'est l'analyse de cette CAF. La CAF, il y a deux solutions. Soit elle est négative. Alors là, quand la CAF est négative, l'entreprise est dans une mauvaise situation. Tout simplement parce que le chiffre d'affaires qu'elle réalise ne va pas permettre à l'entreprise de couvrir son cycle d'exploitation, c'est-à-dire son activité principale. Et de ce fait, l'entreprise va sûrement avoir des pertes.
Et quand une entreprise a des problèmes de perte de trésorerie, tout compte fait, va devoir faire appel aux banques avec des demandes de découvert bancaire, des autorisations de découvert, voire aux associés pour remettre de l'argent au capital qui sera versé en banque. Solution. Autre analyse, c'est que la CAF, elle, est positive. Alors là, tout va bien. L'entreprise, donc, réalise normalement des bénéfices. Et donc, elle a les moyens d'investir. Mais elle peut aussi, cette CAF, la distribuer aux associés. Elle peut aussi rembourser les emprunts par anticipation. Elle peut aussi augmenter ses fonds propres, mettre de l'argent en réserve. Donc, vous voyez, cette capacité d'autofinancement, l'entreprise va pouvoir s'en servir de différentes manières. Ce qui veut dire qu'elle est plus indépendante vis-à-vis des banques que dans une situation négative. Alors maintenant, voyons un petit peu l'intérêt. L'intérêt est principalement lorsque l'entreprise veut faire un emprunt. Le banquier, lui, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder la situation financière de l'entreprise. Et donc, il va prendre la CAF et va la comparer aux différents remboursements de dettes qu'a cette entreprise. Je prends un exemple. Si je reprends ma CAF, là, tout à l'heure, on avait 73 346. Bon, imaginons que l'entreprise ait déjà un emprunt à rembourser, l'intérêt et le capital, de 23 000. Donc, quelque part, le banquier va se dire, la capacité d'autofinancement nette n'est que de 50 000, la soustraction. Et là, notre entreprise, si elle a besoin d'avoir un deuxième emprunt, mettons de 30 000, le banquier va se dire, ils ont une capacité d'autofinancement de 50 000, ils me demandent 30 000, donc il leur reste encore en capacité 20 000, tout va bien. Mais imaginez que l'entreprise ait besoin d'un emprunt de 70 000, voire même de 50 000 ou de 45 000, le banquier se dirait que la capacité est un peu juste, et là, il pourrait refuser l'emprunt. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la capacité d'autofinancement. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous y abonner, à la partager, et je vous dis à bientôt, au revoir.